Monsieur le Président des institutions de la République, je sais qu'ici il y a le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Je voudrais m'excuser un peu auprès de tout le monde si pendant le discours il y a quelques interruptions pour les raisons que vous savez. Vous voyez que j'ai de l'eau à côté, c'est ma gorge sèche souvent. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que je voulais saluer ici pour la marque de solidarité vis-à-vis de notre collègue. Je sais que depuis ce matin, nous sommes dans des cérémonies. Malgré tout, certains viennent soutenir leurs camarades. C'est presque une journée perdue pour beaucoup de ministres. Je sais que certains vont travailler aujourd'hui jusqu'à minuit parce que aujourd'hui ils étaient seulement dans les voitures entre les cérémonies. Je voudrais donc les remercier d'être venus soutenir leurs collègues. Madame le ministre délégué, auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les chefs de partis politiques et leurs représentants, vous savez, on ne le sait jamais assez, c'est peut-être les futurs dirigeants du Mali qui sont là. Ils sont très modestes parmi nous, mais un jour viendra, certains d'entre eux vont donner des ordres à tous les Maliens. Quand ils sont en groupe, on les néglige souvent. Ce sont donc des collègues, je pense, qui jouent très modestes, mais il faudra souligner leur présence. J'ai même demandé à madame si elle a invité tous les chefs de parti. Je crois qu'elle a invité tout le monde un à un, sauf ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là pour différentes raisons. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées au Mali, Monsieur les présidents des autorités intérimaires, des autorités indépendantes administratives, Monsieur les familles fondatrices de Bamako et les légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile ici présents, chers camarades et amis de la presse, Mesdames et Messieurs, les réseaux, les membres du Recotrade sont devenus une tradition, surtout je sais que Madame la ministre ne fait aucune de ces activités sans les faire intervenir. Ils l'ont souligné eux-mêmes ici. Je voudrais les saluer ici pour l'accompagnement de ce processus de révision de la Constitution ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution du début à la fin. Ils étaient présents ici les premiers jours. Ils sont là aujourd'hui. Je crois qu'ils vont l'accompagner pendant tous ces séminaires. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de présider au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture du présent atelier dont le thème porte sur la 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Honorables invités, nous voici donc à un autre quai, un autre arrêt du train de la refondation, un autre moment où le Mali continue de faire face
à des défis importants et vitaux, aussi bien au plan national qu'international. Vous savez, souvent, je détends l'atmosphère avec les ministres. Je dis, le train de la refondation, il n'attend pas. Il vaut mieux rentrer dedans. Pour discuter, celui qui n'est pas d'accord, il descend. Mais celui qui dit que le train va l'attendre, c'est lui qui risque d'être en retard. Quand je le dis, les ministres se mettent à rire, mais c'est la réalité. Je préfère celui qui rentre, il discute, il modifie toujours les choses, plutôt que celui qui dit qu'il ne rentre pas tant qu'il n'est pas d'accord. En ce moment, le train part. Et au moment où il finit de réfléchir, il n'y a plus de train. Fort heureusement, mesdames et messieurs, notre pays est en train de relever progressivement les différents challenges avec des victoires enregistrées depuis le début de la transition. Je suis heureux de vous voir mobiliser pour le présent atelier qui se tient dans un postulat favorable à la mobilisation des Maliennes et des Maliens pour la 4e République à travers notamment, premièrement, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance par les organisations syndicales dont je salue ici le sens de l'intérêt général et du sacrifice. 2. La reprise en main par les autorités de la transition des secteurs de souveraineté de gestion efficace et efficiente. 3. Les choix autonomes des partenaires stratégiques pour la défense des intérêts du Mali. 4. L'édiction de lignes directrices à travers le triptyque qui gouverne l'action publique. C'est ce que nous disons à tous nos partenaires aujourd'hui. Nous sommes amis à tout le monde. Mais il y a 3 conditions que nous pensons doivent être respectées. D'ailleurs, c'est toutes les nations. D'abord, il faut avoir en tête que le Mali est un pays indépendant et souverain. Respecter notre souveraineté. 2. Dans toutes les crises, c'est au peuple malien de choisir quel partenaire stratégique prendre pour travailler. Le choix libre et indépendant des partenaires stratégiques et des choix stratégiques du peuple malien. Et enfin, 3e condition, les Maliens le connaissent déjà, quel que soit le poste public qu'on occupe, toutes les actions doivent passer à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Ce triptyque a été dicté par le président de la transition et nous le répétons à volonté avec tous les partenaires au développement. Et enfin, la capacité de résilience du peuple malien qui a toujours su faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation et de mettre en berne les intérêts individuels lorsque la nécessité s'impose. L'élaboration de cette constitution en est une illustration éloquente. Mesdames et messieurs, le présent atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels que vous êtes avec la nouvelle constitution. À ce titre, il permet de renforcer vos capacités. Il sera effectivement un des lieux de conception de la stratégie de mobilisation pour l'opérationnalisation des dispositions de notre nouvelle constitution, socle juridique s'il en est de la 4e République. En effet, vous avez fait il y a quelques mois, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, le choix souverain et engagé d'ouvrir un autre chantier de la vie de notre pays avec un score favorable à la République de 96,17%.
C'est avec bonheur, mais surtout responsabilité, que le président de la transition, chef de l'État, a acté par décret cette étape fondamentale dans le processus de refondation de notre pays le 22 juillet 2023. Ce jour-là a été signé, pour parler trivialement, l'acte de naissance de la 4e République. En conséquence, nous nous devons d'œuvrer tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible le processus de refondation. Ce serait mieux, madame, si vous laissez ces choses à la porte, en sortant, chacun va prendre. Vous êtes en train de distraire l'Assemblée pour... Ça, c'est pratique qu'on fait chez nous quand j'étais au village à Boyrodjan. C'est chez nous, là, quand on veut donner des boissons à ceux qui sont réunis, on vient distribuer pendant la réunion. Et personne n'écoute celui qui parle. Parce que tout le monde est intéressé par sa boisson. Mettez une grande pile de constitution à la porte, chaque candidat va prendre. Seulement, prenez un seulement. Il ne faut pas en prendre pour tous les partis. Mesdames et messieurs, au cœur de ce processus, comme nous n'avons eu cesse de le répéter, se trouve l'homme malien. Il en est la matière première qui conditionne la réussite de tout l'échafaudage. C'est conscient de tout ceci que la réforme constitutionnelle a été l'occasion de réformer la gouvernance globale dans ses conditions politiques, institutionnelles et sociales. En un mot, le changement qualitatif dans la gouvernance de notre pays. Il s'agit de créer des équilibres indispensables en son sein pour que tous les piliers, les moyens et les leviers de la société malienne y soient mentionnés dans le but de valoriser davantage, de les renforcer, dans le but de les valoriser davantage, de les renforcer, de les responsabiliser pour leur contribution efficiente au processus de construction dans notre pays, au service exclusif de notre peuple. Et c'est pourquoi toutes les couches, surtout celles défavorisées, ont été renforcées dans leurs droits. À côté des partis politiques, les organisations de la société civile aussi y sont mentionnées. Il en est de même des autorités légitimité traditionnelles. Vous savez, il y a eu un long débat ici. Il y en a qui ont lu quelques livres d'histoire et qui ont fait de longues critiques dans la presse pour dire que les autorités traditionnelles ont collaboré avec le colonialisme, donc nous n'avons pas à les célébrer. Je dis ça, c'est des gens qui ont lu des bouts de livres. Pendant la pénétration coloniale, la grande épopée des différents chefs traditionnels qui a été écrite de 1878 à 1916, on peut en citer à floraison. Il suffit de se rappeler de la bataille du 22 septembre 1878 à Saboussiri, à Logo-Saboussiri, en terminant par la bataille du 9 juin 1916, où la confédération de Oulimeden a été détruite à Andrambokan. Mais on a passé pendant ce temps par les Samori, par Babemba, par Chekou Matal, par d'autres grands chefs. C'était des chefs religieux. Maintenant que certains faillissent, qui collaborent vu le rapport des forces pour ne pas disparaître, on ne peut pas se servir de ça pour venir effacer notre histoire. Ça, c'est exactement ce que les colonisateurs nous ont enseigné.
Pour dire qu'il n'y a pas de chef, tout le monde a collaboré tout de suite. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pendant le colonialisme, j'ai expliqué plusieurs fois à la conférence de Berlin pour partager l'Afrique, tenue entre le 15 septembre 1884 et début 1885, dans les résolutions, on n'a parlé nulle part de colonialisme. Il a été dit deux choses. La première, les grandes puissances qui étaient 14 vont aller régulariser la circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Ce n'est pas pour rien que c'est au Mali et au Congo qu'il y a le terrorisme qui... Bon, je fais le rapprochement, ce n'est pas forcément, c'est trop court. Mais en tout cas, ça fait partie des premières conclusions. La deuxième, ils vont apporter la civilisation, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit qu'elle va apporter les 3 C dans les pays, civilisation, commerce, christianisme. Terminé. Personne n'a parlé de colonialisme. Mais une fois arrivé, ils se sont mis à diviser les gens, à les mettre les uns contre les autres. Les plus résistants, ils les ont déportés. Les Samori, les Tal, le père des shérifs de Nyoro, on les a déportés parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Les autres, ils les ont vaincus par la force, d'autres, ils les ont éliminés. Firoun, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le remettre son corps au colonialisme le 20 juin 1916. Donc, c'est une fausse bagarre que certains intellectuels, entre guillemets, nous font, parce qu'ils connaissent 1 ou 2 cas où des choses traditionnelles ont travaillé avec les colons. En général, c'est pour sauvegarder la situation, parce que les rapports de force n'étaient pas favorables. Et c'est pour cela que les chefs traditionnels du Mali se sont toujours battus pour avoir un statut. Depuis que l'indépendance du Mali est là, ils se sont battus pour cela. Et sous l'autorité du président de la transition, ce statut est aujourd'hui inscrit dans la Constitution. Je me suis arrêté sur ça juste pour lever certains équivoques. Comme je l'ai dit tantôt, c'est conscient de tout ceci que la réforme a été engagée. C'est pourquoi toutes les couches défavorisées, nous avons essayé de les protéger. Je vous donne un cas illustratif. Les terres des paysans. Parce qu'on a le pouvoir, on décide en conseil des ministres, on change le statut des terres des paysans. À partir de ce moment, on les retire, on donne à qui on veut. Et il y a des paysans qui ont écrit pour dire que si on leur tire leur tête, ils vont se suicider. Parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie. Mais c'est des gens, des hommes de pouvoir et des hommes d'argent qui se sont coalisés pour le leur retirer. C'est ce que j'ai appelé l'oligarchie plutocratique qui a pris notre pays en otage à un moment donné. On est en train, petit à petit, les Maliens vont y mettre fin. Et dans l'article 35 de la Constitution, vous avez tous lu, il est dit qu'aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanction, user de ses pouvoirs, des pouvoirs qu'elle tient de la Constitution ou de la loi, pour commettre un détournement des ressources ou des biens publics à son profit, ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes ou de toute autre personne par favoritisme, corruption, concussion, trafic d'influence et autres moyens. C'est dans la Constitution. Nous avons tenu à ce que les détenteurs du pouvoir constitutionnellement n'aient plus la possibilité d'en abuser. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir que vos enfants
votre famille, vos amis peuvent prendre une bonne partie du pays en otage, l'exproprier de ses biens. Vous savez que même les 3 hectares qui sont à côté de l'ENSUP, 1 hectare à Bamako, ça fait des millions, des milliards. Bon, nous on est venus du village, je parle de millions, parce que chez nous là-bas, quand on a 1 million, c'est beaucoup. Hein. Tapili, n'est-ce pas? Donc, 1 hectare à Bamako, c'est des milliards. 3 hectares au centre-ville, c'est beaucoup de milliards. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont l'autorité, ils ont voulu le vendre à 300 millions à des individus. On ne peut plus accepter que ça se passe au Mali. Et c'est pourquoi on l'a écrit dans la Constitution. Je me suis arrêté à ça parce que je ne voudrais pas lire un discours mécanique et faire un peu de sensibilisation. Il en est de même, mesdames et messieurs, de l'administration, des forces de défense et de sécurité et des autorités décentralisées. Vous savez, les militaires, à un moment on se moquait des militaires maliens. Ils fuient. On a même trouvé les noms dans certains pays. Il paraît qu'il y a une moto qu'on appelle l'armée malienne. Tellement elle file vite. Et puis il y a des gens qui veulent être président du Mali. Ils sont allés s'arrêter devant des élus pour se moquer des Maliens. Vous dites qu'au Mali, il n'y a même pas d'armée. Dès que tu tires une fille, c'est comme des souris. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Ça, c'était des paroles en réalité pour manipuler notre cerveau. Pour faire perdre confiance aux Maliens. 80% de notre territoire, les terroristes l'écument. Tout le monde, je ne dis pas tout le monde, la grande partie de notre pays a perdu confiance. Beaucoup disaient qu'on ne peut plus reprendre Kidal. Mais je vous ai dit, le Mali c'est un grand peuple. En 2018, la vidéo existe. J'ai dit que des hommes sortis de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali, de l'empire Songhai, des grands résistants à la colonisation, ce peuple-là trouvera toujours des hommes qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Mais c'est arrivé. Je l'ai dit l'autre jour devant le gouverneur de Kidal, que j'espère bien va prendre fonction bientôt, on ne donnera pas les détails. Tous les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur lui. Et je suis sûr qu'il nous entend partout, on parle, tous les Maliens le regardent. C'est l'une des rares nominations qui n'a suscité que des applaudissements. Je l'ai dit devant lui quand il le recevait. Parce qu'on les prend comme un mouvement patriotique. Il y a un homme dans ce mouvement avec lequel on a fait des rencontres régulières depuis 2015. Je lui ai dit qu'un jour, des patriotes vont venir. En ce moment, il faut qu'on les aide. Le jour où je suis devenu Premier ministre, c'est la première personne que j'ai appelée dans mon bureau. Nkama Wati Sera. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider ces jeunes militaires là? Comme je les appelle, ces Monebo Déon là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Pour que le Mali revienne ce qu'il est. Il m'a regardé. Il me dit, mon frère, vraiment, on se rencontre souvent maintenant et moi, je ne crois plus à ce que toi, tu es un rêveur. Il me dit, vraiment, tu es un rêveur. Parce que le Mali ne pourra plus jamais devenir comme par le passé. J'ai dit, mais tu es sûr de ça? Et vous savez ce qu'il me dit? Qu'un haut responsable lui a dit, depuis 2016, préservez vos vies. Il ne faut pas vous tuer pour rien. La France ne quittera jamais le Mali. Si c'est pour ça, il faut préserver vos vies.
Parce que ce qu'il y a dans une région du Nord seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient, en sous-sol. Donc on va faire plusieurs mandats, un président va venir, va partir, mais ça ne peut pas se faire. Ça, c'était sa conviction. Il dit que lui, il est convaincu de ça. Il est sorti, moi j'ai effacé son numéro de mon téléphone. C'est terminé, je ne l'ai plus jamais rencontré. Après, il a viré, il a rejoint la rébellion. On l'a raté de justesse récemment, dans une mine d'or. Les drones l'ont raté de justesse. Parce que lui, il a rallié ceux qui ne croient plus au Mali. Et les Maliens ont continué à croire. Lorsque nous avons décidé qu'on va faire partir les forces étrangères chez nous, parce qu'on était arrivé à la conclusion claire et nette que le terrorisme était sponsorisé, on avait les preuves. Sponsorisé, entretenu. Comment les Dogons qui ont vécu avec les peuples Mila, ils vont s'entretuer dans leur village, se brûler? Comment vous pouvez comprendre que des gens peuvent aller tirer dans une mosquée? Ça, ce n'est pas des Maliens. C'est quelqu'un qui est dans une mission stratégique. Effectivement, on a accusé les mouvements de contestation d'être des mouvements terroristes. Beaucoup, c'est à partir de ce moment qu'ils ont compris. Mais Dieu merci, aujourd'hui les Maliens se sont ressaisis. Quand nous avons dit qu'on va exposer nos preuves aux Nations Unies, on nous a dit non, faites une conférence de presse, présentez vos preuves. Mais nous ne sommes pas là pour des conférences de presse. Quand des organisations internationales, des États, responsables de la sécurité internationale, nous avons les preuves qu'elles entretiennent le terrorisme, le nourrissent. Nous voulons les montrer à tout le monde. Ce n'est pas aux journalistes seulement, pour après faire différents commentaires. Mais on nous en a empêchés. Parce que si on montrait ces preuves, tous les Africains allaient se révolter. Tous les Africains, partout. Bon. On continue. En tout cas, après ça, nous avons pris la décision de les dire de partir à l'amiable. Et nous avons été aux Nations Unies, nous avons dit de quitter sans délai. Il y en a qui ont juré là-bas dans les coulisses que nous sommes en train de jouer. Parce qu'il y a des pays africains où les forces internationales devaient quitter depuis 2018, elles sont toujours là-bas. Donc ça ne se fera pas. D'autres nous ont d'ailleurs dit on va se retrouver sur le terrain. On s'est retrouvé sur le terrain. Et le tournant de Berre, il y en a qui ne l'ont pas digéré. Parce que ça a été une grande surprise là. Ensuite, on a essayé d'affoler la population de Tombouctou et Gao. Ensuite, on est allé tuer les civils. Tout ça, c'était pour qu'on oublie le Nord. Parce que beaucoup de gens qui viennent du centre ne savent même pas. Le centre ne faisait pas partie des missions de la MINUSMA. Elle est venue au centre pour qu'on oublie le Nord, où il y avait des États dans l'État, des mines d'or exploitées, une administration parallèle, des terrains qu'on vend, des papiers qu'on signe, des papiers en tête. Ça ne pouvait pas continuer. Et notre armée, sous la haute direction du président de la transition, accompagné par le gouvernement, dont le représentant digne, c'est l'imperturbable ministre des Finances. Ce n'est pas l'imperturbable que l'autre dit. Hein. Cette fois-ci, il est vraiment imperturbable. Ce n'est pas de la publicité. Notre ministre de Défense, effectivement, de façon imperturbable, avec les chefs militaires et nos soldats sur le terrain, ils ont pris Kidal. Et tous les Africains se sont sentis fiers. Même ceux qui avaient perdu l'espoir, ils l'ont eu après.
un peuple vit d'espoir. L'armée a retourné au peuple l'espoir et la confiance. Quand un peuple a confiance, il peut tout. On nous a fait perdre confiance. On nous a caché des pages de notre histoire pour nous vassaliser. Aujourd'hui, nous disons, nous n'en voulons plus. Nous voulons être des partenaires. On ne veut être le vassal de personne. C'est tout notre problème. Et donc, mesdames et messieurs, plus que tout, nos valeurs sociétales et républicaines ont une place de choix dans le nouveau dispositif. En effet, il y a bien des péripéties que notre pays a traversées en raison de la déliquescence que vous savez tous. La lutte contre la corruption, enclenchée vigoureusement par les autorités, en est une illustration. Après la défense dont j'ai parlé, la lutte contre la corruption a gangréné toute la société et a déséquilibré l'outil de défense. Moi, j'ai des interviews de certains généraux étrangers, parce que je coupais, je collectais tout, qui disent qu'au Mali, il n'y a pas d'armée. Ils enlèvent les moteurs des véhicules qu'ils vont vendre. Ils enlèvent les pneus. Ça, c'est des généraux des pays qui disent qu'ils aident le Mali. Et on publie ça. En réalité, en lisant ça, au fur et à mesure, on perd confiance dans son armée. Effectivement, ils ont failli en venir. Ils ont failli réussir. Parce que quand les dirigeants vont dire qu'on a des armées qui ne sont bonnes que pour les coups d'État et les défilés, un responsable politique, a fortiori les autres. Donc, la corruption a désorganisé notre outil de défense. Au point que ce que les citoyens votent à l'Assemblée nationale, tout le monde vote, même les députés de l'opposition, pour acheter de l'équipement pour nos militaires. Il y a des citoyens qui s'organisent pour prendre ça pour eux, avec certaines complicités. Et notre pays ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Beaucoup ne savent pas ça. A fortiori des équipements militaires. Un pays vaste comme le Mali, si vous n'avez pas de vecteurs aériens, mais vous ne pouvez pas gagner la guerre. Si on vous empêche d'acheter des simples vecteurs, lunettes à vision nocturne, comment vous allez faire? Vous allez attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Toute la génération va mourir. Elle sera vieille. Des jeunes vont venir qui sont beaucoup plus intéressés par la jouissance, ne connaissent pas l'histoire. Il faut avoir des grands noms, avoir 3-4 passeports en poche, voyager, avoir des bons parfums et confier sa sécurité à l'extérieur. C'était ça qui était prévu en réalité. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Je donne un seul exemple. Les gens vont à Gossogou, ils tuent 100 et quelques personnes. L'autorité politique va, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pleurer. En Délimane, ceux qui viennent dans Songo, vous savez, on construit une base militaire financée par la MINUSMA et construite par Barkhane. On fait la base et on oublie, entre guillemets, de faire un fourrage pour boire. Tout le monde sait. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le premier besoin d'un homme, a fortiori dans le désert, c'est l'eau. Donc les militaires maliens sortent du camp, ils vont dans les hameaux Touareg pour chercher de l'eau. Les terroristes étudient leur chemin. Un jour, ils tombent sur eux, ils les tuent tous. Ils prennent la voiture, ils mettent des bonbons d'explosifs pour rentrer dans le camp. On fait exploser, les militaires meurent. Ceux qui ne sont pas morts se battent pendant 7 heures de temps. 7 heures. On ne peut pas leur envoyer des soutiens. Parce qu'on n'a pas d'avion. On n'a pas d'hélicoptère.
Ceux qui les ont, la MINUSMA et Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour maintenir la paix. Au Niger, à Inates, on fait sauter le système de communication. Donc le commandement, on ne peut plus prendre contact avec le commandement. Les gens restent coupés du reste du monde. On les tue tous. On met des drapeaux, le président vient, on fait des doigts et puis on s'en va. Et petit à petit, on se dit que l'armée ne peut rien. Et puis un jour, c'est un haut responsable qui avertit ses militaires de faire attention. Ce n'est pas la peine de combattre les terroristes. Ils sont très forts. Ça ne sert à rien de les combattre. Si vous les combattez, vous perdez votre temps. Ils sont plus forts que vous. Ou on dénigre un pays à côté qui trouve ce que les Européens appellent les partisans, ceux qui connaissent la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les sociétés civiles se sont transformées en ce qu'on appelle les partisans pour s'organiser, combattre aux côtés de l'armée. Dans un pays, on trouve des noms, on les appelle volontaires du progrès, c'est leur choix. On dit non, 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 ça c'est des miliciens. Sachant que les miliciens, c'est généralement les gens qui tuent tout le monde, ils versent le sang, ils font du n'importe quoi. Tout ça, c'est fait pour nous décourager, pour nous démoraliser, pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Quant aux Maliens, ils ont dit non. J'ai dit à beaucoup de gens, les Maliens ont le sens de l'histoire. Nous avons le sens de l'honneur et de la dignité. Un de nos grands chefs traditionnels qui s'est battu contre les colons, il a laissé des paroles que tout le monde chante, plutôt la mort que la honte. Donc, on ne peut pas, on ne pouvait pas accepter la situation. C'est bon que les uns et les autres comprennent. Nous ne sommes contre personne. Mais nous avons fait une analyse objective de la situation et nous avons décidé, sous l'impulsion du président de la transition et des chefs militaires, de trouver une solution aux différents problèmes. Mais vous savez, l'histoire d'un pays, souvent on réécrit. Les militaires, ils ne peuvent pas parler comme les autres. Ils sont obligés de regarder, observer, attendre le bon moment. Mais qui a créé les conditions? C'est les Maliens qui se sont levés à un moment, ils ont dit non, on ne peut plus continuer. Ils ont créé un mouvement civil, politique, religieux, syndicat, tout le monde, pour dire qu'on ne peut plus continuer. Puisque ce qui advient, advient, ce qui devait venir advient. On s'est ballotté pendant un certain moment, mais on a repris les mains. Le 24 mai, c'est ce qu'on appelle la rectification. Les patriotes se sont retrouvés. Et si vous remarquez la constitution là, ce n'est pas seulement ceux qui ont manifesté le 5 juin qui l'ont écrit, c'est tous les Maliens. Parce que le président on a tiré une leçon de l'histoire de notre pays. Personne n'a été écarté. Personne. Parce qu'on a constaté dans les différents régimes, quand on vient, on écarte ceux qui sont là. Mais cette constitution, prenez seulement la liste de ceux qui l'ont écrit auprès du président. Tous les régimes du Mali, tout ce que le Mali a de bien, c'est ce que le président a mis ensemble pour sortir une constitution dans laquelle tous les Maliens doivent se reconnaître. Par sa réalité, il y a des Maliens qui n'agissaient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais quand on va vendre un terrain de plusieurs milliards à 300 millions, qu'est-ce qu'un militant d'un parti du pouvoir a à voir là-dedans? Il n'a rien à voir. La personne qui a fait ça pour lui-même. Donc la constitution là, c'est la constitution de tous les Maliens. Pour réécrire une nouvelle page de leur grande histoire. C'est une opportunité qui a été donnée au Mali. Vous savez, pour témoignage, il y a Ibrahim Mikassa qui est là, et Mundagata. Moi, je me rappelle des jours où on restait jusqu'à 2 h du matin. Aujourd'hui, il y a des termes qui sont banals. Rectification, assise nationale, refondation, les legs,
l'accord pour la paix et la réconciliation, ainsi de suite. Mais ce n'était pas évident. La première fois, on a parlé des assistés dans cette salle, je lui demandais la dette. On a fait 5 heures de temps ici. Beaucoup ont dit que ce n'est pas possible. Parce qu'on voulait nous amener à une élection. Élire un président faible qui va tomber 6 mois après. Et de coup d'État en coup d'État, la société va se désintégrer. Dieu merci aujourd'hui, quand nous avons pris Kidal, est-ce que vous savez que la CEDEAO a fait une réunion de chefs d'État? Ils n'ont même pas dit un mot là-dessus. Mais pourquoi? Même pas un mot sur Kidal. Et nous parlent de la force d'attente contre le Niger. Mais les attendent depuis 2012. En 2012 aussi pour le Mali, la CEDEAO va créer une force d'attente. Elle continue à attendre depuis 2012. Maintenant, c'est contre le Mali qu'elle attend. On prend Kidal, pas un mot sur Kidal. On tue 300, 400 personnes dans les régions du Nord. Même pas une condoléance adressée à notre président. Et donc, les Maliens doivent comprendre. Notre destin, c'est dans nos mains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on transforme notre pays en un pays qu'on manipule. Imaginez-vous un président africain qui va à un sommet des chefs d'État. Il refuse de prendre des photos avec notre président. Que parce que c'est un militaire. Et puis quelques semaines après, on voit le monsieur tout souriant, en train de prendre des selfies avec un autre militaire, aussi venu par un coup d'État. Il fait des photos en pipao, en veste, et puis on met sur les réseaux. Mais ça, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il est en mission de quelqu'un d'autre. Au Mali, ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, chers camarades, je voudrais vous dire que j'étais tellement heureux ce matin. On était à la Cour suprême. Le président a présidé la rentrée solennelle des tribunaux. Et vous savez, les discours là-bas, moi j'ai bu comme du petit lait. Je me demandais même si on ne va pas les dire de venir au M5. Tellement les discours parlaient des problèmes du Mali. Vous savez qu'on avait mis la défense comme top priorité. Maintenant qu'on a pris Kidal, j'ai dit au ministre de la Justice, monsieur le ministre, il est temps qu'on parle maintenant de la justice. Parce qu'avant tout, les Maliens n'avaient en tête que Kidal. Les Maliens veulent maintenant. Il me dit, mais monsieur le ministre, c'est vrai, vous êtes un ingénieur de télécom, mais la justice n'est pas assise. J'ai dit, je sais que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais il y a une lame de fond qui bouge dans le pays. Exactement comme on le fait. Ils ont dit là-bas que maintenant, que la justice monte en puissance. Ça, c'est le procureur qui a dit. L'armée monte en puissance, maintenant c'est la justice qui monte en puissance. Et j'ai dit au procureur que les juges nous ont montré que c'est eux qui savent bien manier le français. La justice monte tellement en puissance que j'ai dit à monsieur le ministre, je préside les réunions, je veux que vous me fassiez un mémo pour que cette montée en puissance là, je ne sais pas si vous mettez du carburant ou du gasoil. En tout cas, il m'a donné une liste de réformes. Voyez-vous, la création du pôle économique financier le 29 septembre 2021. La création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité le 22 décembre 2022. La création d'un parquet spécialisé au niveau du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. 23 mai 2023. Création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. 23 novembre 2022.
J'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter? Il dit, non, laissez-moi continuer. Moi, j'ai beaucoup de munitions. Vous ne regardez que les militaires. Nous aussi, on monte en puissance. Il me dit, à la création de la Direction nationale des droits de l'homme, le 11 mai 2023, l'École nationale d'administration pénitentiaire, 31 mai 2023, création de la cellule de communication du ministère de la Défense et des droits de l'homme, 11 avril 2022, réforme du dispositif juridique de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, organisée par l'introduction de nouvelles dispositions dans la loi, 23 mars 2023. Modification du code des personnes de la famille pour apporter une réponse judiciaire aux préoccupations des Maliens de l'extérieur concernant l'accès aux pièces d'identité. 22 décembre 2022. Classement des juridictions, 30 décembre 2022. Modification relative au ressort des juridictions et du parquet général d'attache des parquets des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, 26 novembre 2021. Rélecture du code pénal et du code de procédure pénale, dont les projets ont été élaborés et présentés en Conseil des ministres le 11 octobre 2023. Nous avons dit de retirer, on va relire. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai dit, mais vous avez tellement de munitions, il faut aller voir le ministre de la Défense et te plaindre aussi. La montée en puissance, là, désormais on va dire la justice monte en puissance. Parce que, vous savez, en Conseil des ministres, le président avait l'habitude de nous dire, tout militaire qu'il est, parce que certains pensent que les militaires ne connaissent que les fusils. Il nous dit, tant qu'il y a l'injustice dans le pays, tant qu'il n'y aura pas de justice, vous avez beau occuper tout le pays par l'armée, ça ne servira pas à grand-chose. Un. La deuxième chose, le ministre de la Refondation est là et le ministre de la Culture. Le Conseil pastoral a adopté un texte sur comment les nouvelles valeurs maliennes l'inculquer aux enfants pour qu'il y ait une nouvelle génération de Maliens qui grandissent. Les Mali d'un croix. Il y en a qui se sont moqués en disant que Mali croix, que Mali d'un croix. Maintenant, on a appris le Mali d'un croix. Effectivement, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est une lame de fond, parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de la transition, que tout Malien de bonne foi, d'accord ou non politiquement, ça c'est autre chose, se disent, ces hommes de la transition, tiens là, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Quand on a rempli cette mission, je leur dis que chacun n'a qu'à écrire l'épopée de la transition. Qu'est-ce qu'il a fait? Même ce matin, le mercredi matin, Ibrahim était à côté de moi. J'ai dit au président, si on énumère ce qui a été fait dans chaque domaine, parce que pour l'armée là, c'est comme les Bambara, pour l'armée là, on prend Kidal, tout le monde le voit. Mais la justice là, ça c'est le Konodibi, eux aussi ils ont des munitions. On ne voit pas, mais en réalité, ils sont là-dessus. Et c'est dans tous les domaines. Je dis, c'est une page de l'histoire que chaque ministre doit écrire. Pas pour lui-même, mais pour les Maliens. Parce que nous, on n'écrit pas. C'est pourquoi on nous transforme notre histoire, on nous montre des pages qui arrangent les gens et on oublie les autres. Et celui qui lit les pages qu'on veut nous montrer, toutes les nations, je termine par ça, se construisent sur deux choses. Sur la mémoire. Une nation sans mémoire, ce n'est pas une nation. Vous allez voir ici, parce que nos partenaires extérieurs, quand un Français meurt ici, on l'amène aux Invalides. C'est le président de la République qui supervise les funérailles. Et il dit qu'il est mort pour la France. Et c'est pourquoi j'ai dit à nos monébodéons, les militaires là, qui meurent sur le terrain, d'autres disparaissent, ils sont dans la faim tous les jours, les chefs militaires, les soldats. Je leur dis qu'un jour sera là au Mali, où il y aura un lieu dédié, où chacun va aller se recueillir pour dire que je suis fier que mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère est morte
dans les années 2000 en combattant pour que le Mali soit séculé, ou agressé innocemment, en tout cas il a donné sa vie. Il faut qu'on fasse ça. La mémoire, c'est sur ça qu'une nation se bâtit. Les autres essaient toujours d'effacer notre mémoire. Et la deuxième chose, moi je ne fais pas forcément l'apologie des militaires, parce que certains croient que moi je fais l'apologie des militaires. Je suis simplement un réaliste. Je dis les militaires, c'est des citoyens ordinaires habillés en tenue. Si vous les croisez en ville, en Pipao, là, ils sont comme tout le monde. C'est quand ils sont dans leur tenue, là, ils nous font peur. J'ai dit au ministre de la Justice, quand on est en réunion, il y a 2 militaires qui l'entourent. J'ai dit, ben, il faut faire attention. Surtout qu'en face, il a un militaire. Bon, ça c'est pour vous détendre un peu. J'ai dit ça pourquoi? Parce que dans les grandes nations, ils ont un respect religieux pour les militaires. Moi, j'ai vécu dans ces pays-là. Un respect religieux pour les militaires. Parce qu'ils se disent que c'est des gens qui donnent leur vie pour qu'eux ils soient libres. Ces deux choses-là, la mémoire, le respect de ceux qui nous défendent, ça doit être ancré chez tout le monde. Chez nous, on a utilisé des pouvoirs, c'était des militaires, certains ne se sont pas entendus, on a écrit des livres, et donc on a dévalorisé les militaires à nos yeux. Mais ces nations-là, la France, les 2 personnes les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est De Gaulle et Napoléon, aucun d'entre eux n'est venu par élection au pouvoir. Personne. Ensuite, si vous fouillez dans leur histoire, l'histoire de chaque homme, il y a le verso. Dans leur pays, on montre ce qu'il y a de bien. Mais si vous regardez de l'autre côté, ce qu'ils ont fait en Afrique, le nombre de personnes qu'ils ont tuées, qu'on a assassiné, des villages brûlés, des femmes entières, des villages entiers brûlés, des cimetières on a mis le feu, des gens qu'on a mis dans des fours crématoires pour faire disparaître les traces, l'esclavage rétabli par Napoléon, alors que c'était supprimé. Mais ils ne parlent pas de ça. Ce qui les intéresse, De Gaulle a fait de la France une grande nation. Tout ce qu'il a fait en Afrique, ce qu'on appelle les sales guerres de la France, on n'en parle pas. Mais chez nous, en Afrique, tous les dirigeants dans le monde, en Afrique, ils ne parlent que des mauvais côtés. Et c'est ce qu'on retient. Ça, c'est une façon de nous faire confiance en nous-mêmes et à notre histoire. Ces deux choses-là, je voudrais les dire. Et la Constitution qui est là aujourd'hui, madame, comme je l'ai dit, c'est la Constitution de tous les Maliens. Personne n'a été écarté à cause de ses opinions politiques. Personne. Tout le monde a été associé. Parce qu'on voulait une Constitution dans laquelle tout le monde se reconnaît. Parce que dans une nation, à chaque étape, il y a des hommes qui écrivent l'histoire. D'autres viendront. Ils vont corriger leurs erreurs. Vous savez qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. Hein? C'est sûr que ceux qui viendront, ils vont dire, bon, ça ne va pas, ils ont mal fait, on le corrige. Parce qu'une nation, c'est brique par brique pendant plusieurs décennies. Mais quand on rase chaque fois, malheureusement en Afrique, c'est ce qu'ils nous ont appris à faire. Chaque fois qu'on vient, on détruit tous les bâtiments, on recommence à zéro. Vous avez beau être applaudi, soutenu. Regardez seulement les différents présidents qui ont passé chez nous. Au début de leur pouvoir, ils étaient adulés. Mais après, on fait perdre confiance. Personne ne connaît que les mauvais côtés. Ou bien on vient au pouvoir, on se tait sur tout ce qu'il y a de bien. Nous voulons rompre avec ça. Cette constitution, c'est la vôtre. Vulgarisez-la, expliquez-la à tout le monde. S'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, les Maliens le diront à qui de droit. Peut-être qu'il y aura un autre président qui dira que majoritairement le peuple dit qu'il y a des insuffisances qu'on doit corriger. Il fera autre chose. Mais le moment précis, voilà ce qu'on a pu trouver en mettant tous les Maliens ensemble. Donc c'est votre constitution. Et madame, mes félicitations à vous, surtout aux assises nationales. Celui qui était le maître d'œuvre des assises nationales, Ibrahim Kassamega. Au début, personne n'y croyait. En tout cas, ce n'est pas que personne n'y croyait, il y a peu qui y croyaient. Au début de la transition, le président m'a fait asseoir. Ce n'est pas un secret. Il m'a dit, les assises là, comment vous allez les faire?
Il dit, mais le Mali, depuis 1980, 2018, la même CEDEAO qui nous tape sur les doigts tous les jours, souvent même il nous tape sur la tête. La même CEDEAO a fait un rapport à la suite d'une délégation dirigée par le ministre nigérian des Affaires étrangères qui a dit qu'on ne doit plus organiser des élections au Mali avant d'avoir fait les réformes. Mais elle a oublié ça, mais nous on n'a pas oublié. Les réformes étaient nécessaires pour avoir un nouveau départ. Je ne dis pas, nous pensons que c'est la meilleure, mais c'est l'histoire qui jugera. En tout cas, nous avons voulu créer un nouveau départ. Le président, aujourd'hui, les mines ont fait l'audit, c'est les assises qui ont demandé non. Mais ce qu'on découvre là, on ne peut même pas en parler. Parce que le Mali était en jachère. N'importe qui vient, si tu as des relations dans les cercles de pouvoir, tu fais ce que tu veux. C'est terminé. Tu viens, tu te conformes à la loi. J'ai reçu récemment des miniers avec leur permis. J'ai dit, vous savez, le peuple est au-dessus de tout le monde. Dans votre pays, quand votre peuple décide, il n'y a pas de loi au-dessus du peuple. Nous, c'est notre peuple qui a décidé aux assises nationales de relire vos permis. Donc vous partez, on va relire. Si vous n'êtes pas d'accord, on les annule. Il dit qu'ils sont d'accord pour les relire. Je dis tant mieux. Allez-y discuter avec le ministre des Finances. Et il est allé, le ministre des Finances m'a dit que la réunion s'est très bien passée. Et le Mali a pris 36% désormais dans tout ce qu'ils ont, au lieu de 5 à 8% qu'on avait, je ne sais pas, ou 18 là. Et donc, vous voyez, avec vos applaudissements, le ministre des Cultes, il nous est en train de rire. Donc, vraiment, après vous avoir tenu en haleine dans des sujets miniers, je voudrais, avec votre autorisation, déclarer ouverte la série d'ateliers pour s'approprier notre constitution dans tous les pays. Merci bien.